Alors, moi, de mon côté, j'avais l'intention de soumettre l'idée de donner aux jeunes le pouvoir de faire des choix en toute liberté. Et je voulais justement challenger l'idée auprès du public. J'arrive pour me présenter un petit peu et on va faire peut-être un tour de table vu on n'est pas très nombreuses. J'arrive, moi, du milieu de l'enseignement supérieur avec 20 ans d'expérience en tant que directrice des relations entreprises. Et puis, dernièrement, j'ai fait un master spécialisé en innovation par le design durable, qui est dédié à l'éducation, qui a été complètement orienté vers l'éducation. Donc, j'ai passé un an à essayer de transformer l'éducation et comment faire pour transformer l'éducation. Et ça a abouti à un projet qui s'appelle Enoya Éducation et dont je suis la cofondatrice avec Bruno Bavouzet et Sandrine Chanfraud qui est avec moi à mes côtés aujourd'hui et trois autres personnes qui sont coachs experts en développement personnel aussi. Donc, on va dérouler toute la présentation, mais on va découvrir ensemble quelques clés de compréhension du cerveau adolescent et on va faire en sorte que on voit tous ensemble l'intérêt du coaching collectif dans l'épanouissement individuel parce que c'est quelque chose qui nous porte vraiment au sein de l'équipe. Et au niveau de la fin de la présentation, on vous fera un retour d'expérience sur ce qu'on a développé, c'est-à-dire un programme dédié à embarquer les classes dans les collèges et les lycées. Et ce retour d'expérience vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne le projet Enoya Éducation. Et cette idée un peu innovante de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir au sein du collectif et pour le collectif. Avant de commencer, quelques personnes veulent se présenter. Je vois Nirina, je vois Marion, je vois Anne-Laure. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de table? Ok, ouais, je veux bien commencer. Donc, je m'appelle Anne-Laure, j'habite à Lyon. Je travaille, j'ai plusieurs casquettes, mais entre autres, j'anime des ateliers connaissance de soi auprès de jeunes de 15-25 ans dans les classes, donc avec le collectif. J'ai aussi 4 enfants de 7 à 14 ans. Et voilà, je suis passionnée par toutes les innovations dans le domaine éducatif et aussi dans tout ce qui est intelligence collective, la puissance du collectif, ça me fascine. Super, merci Anne-Laure. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Moi, je veux bien. Ouais, peu importe. Donc, Marion de Marcellus, donc je suis coach aussi en développement personnel. J'ai des adultes, mais j'ai aussi beaucoup d'adolescents pour des questions d'orientation, de confiance en soi. J'anime des ateliers sur la confiance en soi et je reviens d'Afrique du Sud où j'ai été très marquée par la façon dont les pays anglo-saxons aborde l'éducation au sens large, mais en particulier toutes ces questions de confiance en soi et tout ce collectif. Et j'aime beaucoup tout ce que vous faites et je suis ravie de vous écouter et d'en savoir un peu plus parce que ça rejoint mes convictions profondes. Voilà, merci à vous pour votre accueil. Merci Marion. Je crois il nous reste à intervenir. Bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Nirina, j'habite en région parisienne et j'envisage de créer mon activité dans le domaine de l'enfance et notamment sur 3 axes que je suis en train de construire. Donc, le premier, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les instances publiques, les services publics, notamment l'éducation nationale, pour pouvoir mettre en place et créer des projets éducatifs qui permettent de développer le potentiel des enfants, en tout cas de faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont un potentiel. La deuxième branche, ce serait d'animer des ateliers vitalité dans les écoles maternelles et primaires en premier lieu, dans le but pour les enfants d'agir sur les 4 niveaux de potentiel. Donc, le premier, c'est au niveau de l'émotion, le deuxième, c'est au niveau du corps, du physique, le troisième, au niveau de l'intellect, du mental, et le 4e, au niveau de la créativité. Et la 3e branche, ce serait de prescrire des formations auprès des adultes
qui environnent les enfants, puisqu'on aura bien beau donner tout le potentiel aux enfants, enfin, faire prendre conscience aux enfants du potentiel, mais les adultes derrière en ont aussi besoin, de pouvoir donner ces clés aux adultes qui environnent les enfants pour nourrir le potentiel des enfants. Et l'idée, donc, c'est de prescrire des formations qui vont leur permettre de développer leur savoir-être auprès des enfants. Donc, je suis vraiment en cours c'est un domaine qui me passionne et je suis ravie de pouvoir participer à cette première conférence pour voir un peu ce qui existe et comment il est possible de contribuer au bien-être des enfants. Super, merci Nérina. Est-ce qu'on a passé tout le monde? Est-ce que tout le monde s'est présenté? Non, il reste Chantal et un iPhone 2, si c'était possible de se renommer en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite de votre photo. Bonjour, moi je suis Chantal. Je suis travailleur social. J'ai fait plusieurs métiers, mais le dernier c'est travailleur social. Je suis en pleine réflexion sur une réorientation suite à un épuisement professionnel. Ceci dit, l'accompagnement, ça m'intéresse. J'ai l'idée de faire des ateliers, notamment philo, ou autour de la critique, de l'esprit critique auprès d'ados en lycée pro. Bon, je réfléchis à des projets et voilà. Et alors j'ai une formation d'animateur avec un DEFA. Bon, voilà, tous ces ateliers-là, aujourd'hui, ça va m'aider à la réflexion et ça va mûrir quelque chose. Voilà. Merci Chantal. Du coup, iPhone 2 a disparu. Ouais, c'est ça, iPhone 2 a disparu et j'en profite juste pour vous prévenir parce que comme vous êtes arrivés, on avait déjà un tout petit peu commencé, Chantal et Marion. C'est Katia. Voilà, ça y est, elle revient, donc je l'admets. Comme ça, je vais parler pour Katia aussi. Voilà, il y a Katia qui vient d'arriver. Bonjour Katia. Ah, on va lui laisser le temps de se connecter. Bonjour Katia. Bonjour. Oui, c'était le iPhone 2 ? Non. Vous venez de vous connecter. Juste pour vous dire, on est en train de faire un petit tour de table. Comme ça a commencé, j'en profite pour vous dire que la conférence est enregistrée. C'est plus pour Enoya Éducation, en fait. En termes d'utilisation, Caroline, c'est en interne, il n'y a pas de diffusion. Donc voilà, c'est juste pour vous avertir. Ça ne vous pose pas de soucis à ceux qui viennent d'arriver? Non, ça va, merci. D'accord, ok, super. Donc, on a fait un tour de table. Donc, il te reste toi, Katia, et puis après, moi et Caroline et Sandrine. Voilà, je te laisse te présenter. Je suis ingénieure pédagogique de l'AI Formation et j'ai lancé la société Mélange qui est actuellement en couveuse d'entreprise à Narbonne. Je fais l'accompagnement au changement par le digital et puis aussi le coaching pour bien se positionner en tant qu'apprenant. D'accord. Merci de cette présentation. Est-ce que Hélène, tu veux faire une petite présentation, Sandrine aussi? Oui. Super. Ouais. Je commence, Sandrine? Je vous laisse prendre la main. Okay. Donc, bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Hélène Gaden. Je suis bénévole là pour, d'ailleurs, je vais me renommer. Je suis bénévole pour le festival de la maison de l'apprendre. Donc, pour appuyer les intervenants. Dans la vie, sinon, je suis issue du milieu de la recherche en écologie, en transition également, plus sur les thématiques de recherche-action participative. Et je me forme aux neurosciences pour notamment accompagner des milieux de l'éducation à d'autres formes d'apprentissage. Voilà, et je suis issue de pas mal de milieux associatifs, on va dire, en soutien au milieu de l'éducation en général. Voilà, et je travaille pas mal sur tout ce qui est lié à la classe dehors et la nature. Voilà, j'ai dit. À toi, Sandrine.
Bonjour, je suis ravie d'être là. L'apprentissage est pour moi très important. J'aime apprendre et j'aime transmettre. Je suis formatrice et coach et j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation en tant que conteuse parce que pendant 15 ans, c'était mon activité professionnelle. Donc, j'en ai plusieurs et l'animation, c'est aussi important. Et grâce au conte, j'ai découvert la puissance du changement et combien nos cerveaux, enfants et adultes, sont perméables et qu'on peut toujours être dans la croissance. Et j'ai trouvé, je fais partie de l'équipe d'Enoya, et j'ai trouvé dans Enoya voilà, quelque chose qui rassemble tout ce que je suis pour pouvoir aller auprès des jeunes et des encadrants, enfin de toute l'équipe pédagogique et même des parents pour permettre aux jeunes et à l'écosystème, leur écosystème, de grandir et de trouver l'harmonie. Donc, je suis vraiment ravie d'être là avec le Festival d'apprendre qui a beaucoup de sens pour moi. Merci Sandrine. Donc, en fait, nous, on est évidemment un collectif, je disais en introduction. Je suis cofondatrice du projet Enoya Éducation et je suis ravie de pouvoir participer au Festival de l'apprendre pour présenter ce projet, puisqu'on l'a débuté en avril dernier et qu'on a le souhait de faire équipe avec le corps enseignant, le corps éducatif et les parents au cœur de l'établissement scolaire, que ce soit les collèges et les lycées, pour faire émerger le projet de vie de l'élève. Et on a développé tout un programme pour justement faire corps autour de l'élève et essayer de l'accompagner dans sa démarche d'expression de lui. Mais avant de découvrir cette expérience et ce projet, je voulais vous proposer de participer à un petit quiz. Et je voulais qu'on fasse quelque chose d'assez animé. Donc, pour moi, c'est une première de faire une visioconf comme ça à distance. Mais je sollicite toute votre bienveillance. Et donc, ce petit quiz, il consiste à essayer de découvrir comment fonctionne le cerveau à l'adolescence. Il y a beaucoup d'études qui sont menées sur le cerveau enfant et sur sa capacité cérébrale parce que c'est une page blanche. Il y a beaucoup d'études qui sont construites pour tout ce qui est la fin de la plasticité cérébrale en fin de vie, parce qu'il y a Alzheimer qui pousse la recherche vers ça. Mais il y a très peu d'études portées sur l'adolescence et le cerveau à l'adolescence. Et moi, j'ai découvert un vrai vivier d'informations chez le docteur Jensen, qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle « Le cerveau adolescent ». Et donc, du coup, j'en ai extrait quelques notions qui m'ont un peu surprise. Donc, je voulais vous poser la question, à la naissance, à votre avis, à quelle proportion est construit le cerveau humain? Quelle est sa capacité de câblage au moment de la naissance, d'après vous? Moi, je dirais 60. Enfin, la réponse 3. Moi, je tente 40. Moi aussi, 40, en sachant que j'hésite avec 20. Moi, je suis à 20. D'accord. Alors, en fait, le cerveau à la naissance est câblé à hauteur de 40%. Donc, il y a une marge de progression énorme et il y a un développement possible, et on le sait bien, puisque l'enfant à la naissance voit peu, entend moins bien, enfin, entend peu, va avoir des niveaux sensoriels très, très faibles. Mais par contre, tout ça, ça va se développer au fil de son enfance. Et donc, le cerveau a une capacité à se développer tout au long de la vie. On l'a bien découvert. À votre avis, le réseau neuronal à l'adolescence, quand est-il terminé? Est-ce que c'est plutôt à l'âge de 14 ans, à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 25 ans? 25 ans. 25 ans aussi. 25 ans. Ah, je vois que vous êtes toutes bien, bien renseignées. En effet, c'est 25 ans. C'est à cet âge-là qu'on sait que, émotionnellement parlant, tout est un petit peu construit, que le cerveau va partir en fait avec ce cerveau complètement câblé vers l'âge adulte et sa vie complètement adulte. Ce qui implique quand même beaucoup de choses entre 0 et 25 ans. Hein. On va le voir par la suite. Ça génère quand même beaucoup d'évolutions. D'après vous, quelles sont les manières de façonner le cerveau? Est-ce que c'est plutôt par les expériences, par la génétique exclusivement? Est-ce qu'on est câblé par nos parents ou est-ce que
on est câblé de façon complètement, une manière autonome et aléatoire. Comment fonctionne le cerveau d'après vous? Comment il se construit? Les expériences, pour moi. Ouais. Oui, je dirais pareil aussi. Oui. Les expériences. Pareil. Eh bien oui, c'est bien les expériences qui vont faire que le cerveau va se construire et va générer un réseau neuronal particulier et bien complexe et unique les uns des autres. Donc les expériences, par défaut, plus elles sont positives et plus le cerveau se développera positivement. Ensuite, j'ai une avant-dernière question. Comment se construit, dans quel sens se construit le cerveau? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt de gauche à droite, comme le sens de la lecture en Occident? Est-ce que c'est plutôt de manière aléatoire, comme la pluie et le beau temps? Ou est-ce que c'est plutôt de l'arrière vers l'avant, comme lorsqu'on fait face à des difficultés, en allant de l'avant? De l'arrière vers l'avant, je dirais, mais bon. Oui, pareil aussi. Oui, moi aussi. Également. Pourquoi? Ah ouais. Pourquoi c'est quelque chose qui vous paraît plus logique? Par rapport à l'expérience. Alors en fait, le cerveau, il est construit de la base, donc l'arrière, de la nuque, vers l'avant en effet, puisque les zones de l'arrière du cerveau sont des zones plutôt sensorielles, avec la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, la marche, la motricité fine. Et puis l'avant, c'est toute la partie qui est dédiée à la réflexion. Le cortex préfrontal est lui vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, c'est la fin de la construction. Donc, quand on a dit tout à l'heure que la construction était terminée vers 25 ans, ça veut dire que le câblage est façonné jusqu'à 25 ans sur la partie préfrontale. Donc, la dernière partie est dédiée à tout ce qui est cortex préfrontal. Donc, vous aviez raison, c'est bien de l'arrière vers l'avant. Et alors, d'après vous, quelle est la mission responsable de la partie préfrontale du cerveau? Là, il y a un petit piège dans cette question. Est-ce que c'est plutôt la fonction exécutive? Est-ce que c'est plutôt le jugement ou la compréhension en 3 ou la 4, le contrôle des impulsions? C'est les 4? Bravo Anne-Laure. En effet, la partie préfrontale a pour mission de développer toute la partie réflexion et fonction exécutive, toute la partie jugement, compréhension, toute la partie complexe en fait, et le contrôle des impulsions, des émotions, des sentiments. Et donc, c'est vers la fin de l'adolescence que se construit cette partie-là. Ce qui permet à tous en fait de comprendre comment fonctionne le cerveau à l'adolescence, puisque si c'est cette dernière partie qui est construite, ça veut dire que jusqu'à 25 ans, nos jeunes ont des difficultés de gestion de leurs émotions, de compréhension des situations et de la complexité de ce qui les entoure. C'est d'autant plus important pour eux d'ailleurs d'être accompagnés à cette période-là, puisque c'est là qu'ils ont besoin de clés, c'est là qu'ils ont besoin de comprendre. On a une vraie situation paradoxale. Les jeunes sont formés, je dirais, physiquement comme des adultes, ont des comportements quasiment adultes, et puis finalement n'ont pas le cerveau complètement mature. Donc on a plutôt tendance à les considérer comme des adultes, alors que ce n'est pas franchement le cas. Ce n'est pas totalement le cas. Et puis, j'ai découvert avec le docteur Jensen que ce cerveau adolescent abritait un foyer de la colère et des émotions primitives. Vous avez plusieurs glandes au sein du cerveau, hein, vous voyez sur la partie droite, et il y a des zones qui sont en charge de la partie émotionnelle, et notamment celle de la colère. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt l'amygdale, le cervelet ou l'hippocampe qui gère toute cette partie-là? Il me semble que c'est l'amygdale. Bravo. Ouais. Bravo Chantal, c'est exactement ça. Et cette amygdale est immature aussi jusqu'à 25 ans. Donc, il est fort probable que cette amygdale qui alimente le foyer de la colère est
par son immaturité, va générer des comportements extrêmes. D'autant plus que dans cette amygdale, il y a la génération d'une hormone qui s'appelle la THP, qui, une fois adulte, va apaiser la colère, cette THP, mais pendant l'adolescence, va l'attiser. Donc, on est vraiment dans un cerveau immature, avec des complexes, une complexité grande en termes de développement. Et nous, on essaie de considérer les adolescents comme des adultes. Ça va nous donner un peu de hauteur hein, quand on va échanger avec eux, puisque en comprenant mieux comment fonctionne leur cerveau, nous, on va se comporter différemment. Et moi, quand je leur explique, je le vois bien, hein, les jeunes vont nous dire merci parce qu'en fait, parfois, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça et on peut vite se raccrocher à cette explication du cerveau immature qui fait que on va s'apaiser plus facilement, plus rapidement, on va mieux comprendre, on va mieux se comprendre nous. Donc, en effet, c'est bien l'amygdale qui va être génératrice d'une émotion forte qui est celle de la colère et des émotions primitives. On a à cette période aussi une grande opportunité. D'après vous, quelle est-elle? Est-ce que ce serait plutôt sa plasticité? Est-ce que ce serait plutôt sa grosseur ou est-ce que ce serait plutôt son immaturité? La plasticité. Ouais. Et à la fois, l'immaturité, ça permet tout. Oui, mais c'est bien la plasticité, en effet, qui va permettre de grandir, de croître et de modeler encore un petit peu ce cerveau jusqu'à 25 ans. Et en effet, c'est bien son immaturité qui va nous permettre aussi d'avoir une approche différente. C'est vraiment une plage de la vie qui est intéressante à modeler. Et donc à modeler avec des expériences positives, puisqu'on est toujours dans cette bienveillance et dans cette volonté de faire croître et développer le jeune dans les meilleures conditions. La plasticité, c'est une phase assez intéressante qui est celle où le cerveau va élaguer et donc se sépare des réceptacles qui permettent de penser, percevoir, se mouvoir, s'émouvoir et piloter les fonctions corporelles. Et donc, c'est une période où il va y avoir un nettoyage de la matière grise qui va être celle où on va recevoir pendant l'enfance énormément de connaissances et d'informations. Si celle-ci n'est pas répétée, finalement, l'adolescent va la nettoyer à la période de l'adolescence. Et cette période, elle est importante justement pour ne pas encombrer le cerveau d'informations inutiles par la suite et pour l'âge adulte. Et elle va par contre, cette période-là, être propice à renforcer le câblage qui va être durci par la myéline. Et ce câblage va permettre un flux électrique beaucoup plus important, beaucoup plus efficace et une circulation de l'information beaucoup plus rapide. Et ça, on appelle ça la matière blanche. Et donc, c'est un super cerveau hyperactif qui va être en fusion complète puisque le jeune va être dans une dynamique de croissance un peu comme à l'enfance entre 0 et 5 ans où le cerveau va prendre énormément d'informations. Mais ça va être plutôt là une phase de nettoyage. Pas une phase où la page est blanche complètement, mais c'est une phase de nettoyage. Et donc là, on va pouvoir avoir des fenêtres de travail qui vont être hyper intéressantes. C'est un fort potentiel. C'est pour ça qu'on veut, nous, développer énormément d'encapacitation, entre guillemets, là où le jeune va pouvoir prendre les propres décisions pour lui, parce que tout ce qui va lui faire du bien va être bien stocké, l'information va bien s'enraciner. Plus ça va être fréquent, plus ça va être nouveau, plus ça va être facile pour le jeune d'enregistrer. En revanche, toute l'information négative qui va être reçue, perçue, va être très mal gérée. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau et le cortex préfrontal n'est pas adapté à gérer les informations très, très négatives et complexes. Donc, on va avoir cette obligation, nous, adultes, d'envelopper encore plus nos adolescents dans cette dynamique de positivité, puisque c'est ça qui va être le mieux engrangé. Et on le voit sur les ateliers, plus ça va être agréable, confortable pour le jeune, plus il va s'en souvenir.
Et donc, on va aussi avoir des moments où on obtient de très bons résultats lors de périodes de remédiation, lors de périodes de suivi psychologique, lors des problèmes émotionnels ou cognitifs, parce que justement, le cerveau va se transformer à cette période-là. Et le docteur Jensen, qui a vraiment étudié le cerveau à l'adolescence, à une période de sa vie où ses enfants, ses 2 garçons, étaient adolescents aussi, explique que c'est à l'adolescence, c'est le meilleur moment pour identifier les forces et investir les talents émergents du jeune, puisque il va pouvoir justement construire et se repenser une nouvelle fois si tant est qu'il en soit accompagné, qu'il soit aidé dans cette démarche-là. Il faut savoir aussi, et je l'explique que pendant cette période, j'explique aux adolescents, que pendant cette période, le travail du cerveau se fait pendant le sommeil. Il y a vraiment cette période nécessaire pour le cerveau de délaguer, mais ça ne se fait pas en journée. Ça se fait pendant la nuit. Et le jeune va avoir besoin de 9 heures de sommeil par nuit en moyenne pour pouvoir élaguer. Quand je dis ça aux jeunes, ils me disent « Oh là là, mais madame, ce n'est pas possible, 9 heures, on n'y arrive pas ». Mais on leur explique aussi que leur chronotype, en fait, la période où ils développent le plus d'activité est décalée par rapport à l'enfance et par rapport à l'âge adulte. C'est-à-dire que nous, on va coucher des enfants entre 8h30 et ils vont se réveiller vers 8h. Ils vont faire presque 12 heures de sommeil. Et puis, l'âge adulte, on va plutôt réduire, mais on va se coucher vers 22h30, 23h et on va se lever vers 7h du matin. Eux, ils vont être décalés, ils vont avoir besoin de se coucher tard parce que l'activité va être intense jusqu'à 23h, minuit. Et ils vont avoir besoin de se lever tard, vers 9h, 10h. Et ça, quand je l'explique aux jeunes, ils me disent « mais ça me soulage parce que j'avais l'impression d'être complètement à l'encontre de ce que mes parents me disent. Il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, allez, bouge ». Et en fait, les jeunes, ils peuvent pas, c'est pas possible. Ils ont besoin de dormir, mais décalé par rapport à l'âge adulte. Et enfin, le sommeil de qualité est suffisant et favorise évidemment les apprentissages. Ça, je pense qu'autour de la table, on est tous conscients que c'est vraiment essentiel maintenant. Et que le manque, par contre, de sommeil augmente le mal-être et la délinquance. Ça a été prouvé. Le mal-être, évidemment, puisqu'on va avoir des difficultés de gestion des émotions. Donc, on va prendre plus facilement les émotions négatives en pleine face et moins bien les gérer. Et puis, la délinquance, alors, parce qu'on va être dans une phase où la colère va être beaucoup plus importante et la dynamique négative va nous embarquer. Et les preuves en sont là. Après, les scientifiques ont démontré que si on manquait de sommeil, si on avait un sommeil insuffisant, alors la délinquance augmentait chez les jeunes. Après, on va avoir des phases de stress intense et dans cette période-là, comme la gestion des émotions est difficile, plus le stress est à petite dose et moins important, plus ça sera une phase de stimulation, ces petites doses. Par contre, si le stress est intense, si le jeune va subir un vrai choc, alors l'hippocampe, qui est en fait la zone où les apprentissages, la mémorisation se construisent, va carrément se stopper. Si le jeune va être au tableau et qu'il ne va pas avoir la réponse ou qu'il va y avoir un stress trop intense pour lui parce qu'il est face à la classe, là, il va y avoir un arrêt complet du cerveau et il va être tétanisé. Ils ont cette incapacité, en fait, liée à leur immaturité du cerveau, à gérer les émotions. Donc, un stress fort ou lié à un événement mettant la vie du jeune en danger, ça peut provoquer par la suite des troubles persistants à l'âge adulte. On a démontré, et l'OMS démontre que en fait, c'est pendant la période de l'adolescence que se développent les troubles neuropsychologiques et qu'à l'âge adulte, ils ne sont encore pas détectés et pas traités. Donc, c'est vraiment cette période-là qui est essentielle à protéger.
Et il a été montré, donc là, en cette période sanitaire assez difficile, que l'isolement social peut être un facteur de stress fort et peut apporter une pression tout aussi importante que celle qui est externe et interne. Interne, ça va être les petits mots qu'on entend dans la petite voix qu'on entend dans le cerveau. Et puis externe, ça va être la pression qu'on va vous mettre parce qu'il faut rendre un devoir à l'école ou parce qu'il faut rendre son retour sur Parcoursup et que c'est sans information et sans réponse que je vais devant l'ordinateur rendre mon dossier Parcoursup. Je me suis lancée complètement dans la présentation là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On aura un petit temps de réflexion par la suite et un échange à la fin de la présentation. Au niveau des émotions, pas de demi-mesure. Les jeunes sont vraiment dans l'explosion, qu'elles soient positives ou négatives. Les émotions leur viennent de plein fouet. Ils ont du mal à la gérer, à la comprendre. Donc, ça va être la peur, la colère, la haine, la panique. On est dans les extrêmes, la tristesse. C'est vraiment des émotions primitives et extrêmes. Et l'adolescent va vivre des événements vraiment dans cette dynamique-là forte à ce moment-là, liée à l'immaturité de son amygdale, ce que je disais tout à l'heure, et au cerveau qui a des câblages malheureusement pas encore aboutis. Et puis, après, il y a une réaction de l'hormone THP dont je vous parlais tout à l'heure, qui est complètement inversée par rapport à l'âge adulte, où il y a un apaisement à l'âge adulte alors qu'il y a une stimulation à l'âge adolescent. Donc, c'est une grande réactivité émotionnelle. Donc, c'est très difficile d'aborder un adolescent sans le froisser, sans le contrarier, sans faire en sorte qu'il y ait une réaction impulsive et des portes parfois qui se claquent ou des coups de pied dans le mur qui font qu'on ne sait pas trop comment gérer, nous, adultes, ce genre de réaction. Mais en fait, on va les prendre, dans le programme, on va les prendre comme alliés, ces jeunes. On va leur expliquer comment fonctionne leur cerveau. Et du coup, ils vont être un petit peu plus à même de gérer leurs émotions et leur fonctionnement. Il y a des limites et il y a une vigilance à avoir dans ce cerveau qui est un peu super actif. Le jeune va percevoir très mal, va avoir une difficulté à percevoir la complexité des situations. Il va mal gérer les événements qui vont être complexes. Les informations vont lui venir d'un coup d'un seul et puis il ne va pas réussir à prendre le recul nécessaire pour gérer dans des temps courts la situation. Donc, ça va être très vite la catastrophe, quoi. Alors, il va y avoir besoin d'exercices, d'entraînement pour gérer ces situations difficiles. Et c'est ce qui fait qu'on va devoir attendre 25 ans parce que les expériences viennent au fil de l'eau. Il y a besoin de temps, en fait, pour gérer ces comportements à risque. Et donc, tout ce qu'on vient de dire avant va faire en sorte que le jeune va être aussi très vulnérable aux propositions qui vont lui être faites, et notamment aux addictions telles que le tabac, l'alcool, le cannabis, les drogues, parce que ce sont des... Il y a deux facteurs. Il y a le facteur je ne sais pas, je veux du nouveau. Voilà, je ne sais pas résister au nouveau. J'ai envie de tester les nouvelles expériences, comme on le disait tout à l'heure. Je suis attirée par cet apprentissage de la nouveauté. Et puis, la fréquence va faire que mon cerveau va s'habituer. Et donc, les apprentissages positifs vont être ancrés plus facilement. Mais les apprentissages nocifs et négatifs vont être aussi source d'addiction. Et donc, le tabac, l'alcool, le cannabis, tout ça, ça va générer une habitude beaucoup plus grande à l'adolescence que si on commençait à fumer à l'âge adulte. Et puis, il y a aussi ce manque de conscience complète parce que malgré le fait qu'on dise que ce n'est pas bon pour la santé, la conscience n'est pas là. L'observation des faits n'est pas présente. Donc, il y a une vraie difficulté pour le jeune de prendre pleinement conscience de ce qui se passe pour son cerveau, son corps, ses poumons, voilà, ce qui se passe dans son être. Donc, en résumé, le cerveau est en cours de finalisation entre 14 et 25 ans. Il va avoir
une extrême efficacité sur l'acquisition de connaissances. Il va être évidemment perfectible sur tout ce qui est attention, autodiscipline, persévérance et la gestion de ses émotions. Mais cette grande plasticité cérébrale est une opportunité de transformation et d'acquisition. Mais il faut rester vigilant, voilà, sur les dérives qui peuvent être faites et si les environnements qui l'entourent ne sont pas positifs. Donc, c'est pour ça qu'on va militer dans ce sens pour qu'il y ait encore plus de capacité autonome pour le jeune de prendre des décisions positives pour lui. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou est-ce que c'est plutôt clair et... Ça va, merci. OK. C'est clair, parfait, merci. Donc, on poursuit. En termes de collectif, on a pris le parti d'embarquer les jeunes dans une dynamique de classe, puisqu'on s'est rendu compte que l'isolement au niveau du cerveau altère le processus de maturation de façon assez globale, que ça va réduire le niveau de bien-être, vraiment la socialisation. Nous sommes des êtres sociaux, hein, donc va faire que le jeune va se nourrir et va grandir et va prendre du plaisir en fait à avoir des environnements favorables pour lui et des relations interpersonnelles. Et puis ça va augmenter, cet isolement va augmenter les comportements à risque. Donc vraiment, cette dynamique collective pour nous, elle était importante au niveau du développement du projet. On va voir par contre des bénéfices dans le collectif. Il va y avoir une alternance de l'apprentissage. Je vais être une fois donneur et une fois receveur d'informations et de connaissances. Je vais avoir cette sensation d'appartenance en tant qu'adolescent à appartenir à un groupe. Je vais avoir cet effet d'inter-encapacitation, comme je vous le disais tout à l'heure. Je suis une fois donneur, une fois receveur. Donc, je vais pouvoir moi-même me positionner comme un transmetteur et puis à un moment, je vais recevoir de l'autre. On va construire ensemble par l'intelligence collective. Ça va être porteur de joie et finalement, je vais y retourner, je vais revenir vers cette intelligence collective. Et puis, on va développer énormément de compétences socio-émotionnelles qui font que l'être humain est un être humain et pas un robot. Et donc, on va en avoir grandement besoin par la suite dans la société, ce qui va être très demandé aussi au niveau professionnel. Donc, on va stimuler le collectif le plus possible quand on va développer des projets et comme le développement personnel. C'est hyper important d'avoir ce soutien du collectif pendant la période de développement personnel. Donc, je ne vais pas toutes les citer, les compétences socio-émotionnelles, mais les deux grandes fortes qui, moi, me paraissaient importantes au moment de l'adolescence, c'est la gestion du stress et des émotions, et puis c'est le gain de confiance. C'est évidemment le gain de confiance en soi, mais c'est aussi le gain de confiance en l'environnement. Je vais gagner confiance en l'autre, je vais gagner confiance en mon avenir, en ce qui va se passer demain, et c'est ça qui va faire que je vais être plus fort, plus positif aussi envers mon avenir et mon entourage. Donc, on va générer une autre ambiance en fait dans la classe, donc au niveau du microcosme. Hein. On va générer une autre ambiance dans l'établissement, ça va générer une autre ambiance dans les environnements sportifs et associatifs ou même dans la société de façon globale. Pour nous, c'est vraiment cette dynamique collective qui porte le projet Enoya. Et puis, on sait que l'encapacitation, qui est un processus par lequel la personne ou le collectif va se libérer et acquérir des capacités d'user de la plénitude de ses droits, c'est vraiment cette possibilité d'être seul à décider pour soi et s'autoriser, en fait. S'autoriser à être vraiment soi-même. Donc, c'est donner cette capacité, et Enoya va proposer cette solution, c'est de donner la capacité de réfléchir par soi-même, de trouver des clés pour atteindre ses propres rêves.
Et notre vision, c'est de donner aux jeunes, faire l'empowerment des jeunes pour construire une société plus apaisée. Ça, c'était vraiment le fond de notre travail et on va le matérialiser par un programme qui va être un programme de connaissance de soi et de développement personnel, je dirais presque pas basique, mais classique de développement qu'on va pouvoir voir en individuel. On a été un peu effarés des informations qu'on a pu observer ces derniers temps. On a fait un constat assez lourd qui est que les enfants déclarent n'avoir plus goût à rien pour 53% d'entre eux en France et que certains perdent confiance